Bonjour Nathalie Do. Bonjour. Donc bienvenue à la Dimension Fantastique. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Du coup, tu es là pour le livre de l'énigme tome 1 et tome 2, donc voilà. Bois des ombres qui vient juste de Bois sortir. d'ombre. Pardon, Bois d'ombre, excuse-moi. Première faute de goût. C'est rien, c'est rien. Donc si tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de la série, pour que les gens, pour donner envie à alors, ça se passe dans un univers de type Medfan, médiéval fantastique, assez sombre, c'est plutôt de la dark fantasy, qui rappelle un peu l'imaginaire médiéval et puis surtout l'histoire, ce qui s'est passé pendant le Moyen-Âge occidental, où c'était pas forcément super joyeux tout le temps. Les brigands ne faisaient pas de cadeaux, il y a les écorcheurs selon les époques. Quand une ville voyait passer une troupe, il ne restait pas grand-chose derrière. Donc j'ai pas voulu occulter tout ça. C'est un univers dans lequel le rapport à la mort n'est pas tout à fait le même que pour nous, puisque les gens se réincarnent et ils en ont conscience. Et puis il y a l'antagonisme entre guillemets classique entre la loi et le chaos, sauf que chez moi il n'y a pas de notion de bien et de mal, parce que le bien et le mal sont partout. Ça dépend complètement du point de vue du narrateur finalement, de la personne qui va considérer un fait. Et pour moi, la loi et le chaos sont les deux extrêmes d'un axe, et donc chacun cherchant à éradiquer l'autre, ils sont mauvais tous les deux, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Et l'histoire commence alors qu'ils se sont alliés justement pour se débarrasser de l'équilibre qui empêchait cette éradication. Et ils pensent en avoir fini. Et là aussi, j'ai pris un peu à contre-pied un des clichés de la fantaisie, puisqu'en général, quand quelque chose revient, c'est le mal, et donc tout le monde veut l'empêcher. Donc, sauf que chez moi, ce qui revient, c'est l'équilibre, ce qui à mes yeux est le bien, et tout le monde veut l'empêcher aussi. Voilà. Donc on va se centrer essentiellement sur deux frères. Le premier tome concerne l'aîné, et quand j'ai construit ce cycle, je me suis mis dans la peau d'une historienne du futur par rapport à cette histoire, qui voudrait présenter tous ces faits à ses contemporains et aux générations à venir, pour leur expliquer d'où ils viennent, pourquoi la situation dans laquelle ils se trouvent est celle-ci. Donc elle fait un travail de compilation de textes qui eux-mêmes sont contemporains aux événements qu'elle veut raconter. Et donc le tome 1, sa source principale, ce sont les mémoires écrites par ce personnage, le frère aîné. Donc on va avoir son point de vue à lui pour la plupart des faits. Et dans le tome 2, ça concerne le plus jeune, ça concerne ses études au séminaire, c'est très secret, donc l'aîné n'est pas au courant, donc c'est pas lui qui peut le raconter. Et là on a donc un autre point de vue. Et il y a également des points de vue d'autres personnages qui viennent se mêler de temps en temps à cette histoire. Et c'est intéressant pour le lecteur de se rendre compte qu'il ne faut pas forcément prendre au premier degré et croire tout ce que nous disait le narrateur du tome 1. Quand il dit « je », telle personne est comme ci, comme ça. Après, on la voit, notamment dans le prologue du tome 2, on voit sa mère, et elle n'est pas forcément telle que lui la voit. Mais en même temps, on comprend, en lisant le 2, pourquoi lui, il reste bloqué sur cette image-là. Donc, c'est un gros travail sur la psychologie des personnages. Okay. Est-ce que j'ai bien répondu à la question ? Tout à fait. Ça va. Du coup, petite question pour toi. Quelles sont tes inspirations ? Déjà pour la série du livre de l'énigme, mais pour ton univers en général. En fait, cet univers m'est apparu à l'issue d'un rêve. Et aussi, pour tout ce qui est le background, toute la cosmogonie, c'est en lisant un article de vulgarisation d'astrophysique sur l'univers tel qu'on le concevait à l'époque. Ça fait quand même 30 ans que je travaille sur tout ça. Donc il y avait deux écoles qui s'affrontaient, une qui disait que l'univers était en expansion et l'autre qui disait qu'il était en concentration sur lui-même. Et je me suis dit, mais en fait, s'il faut, il y a les deux, et il faut les deux, et c'est pour ça que ça fonctionne. Et donc c'est ce qui m'a... C'est de là que tout est parti. Les âmes, pour moi, sont des énergies faibles, individuellement faibles, mais qui incarnent la convergence, donc qui vont fusionner pour former des agrégats, qui eux-mêmes donc ont un pouvoir de convergence donc de plus en plus fort et qui vont absorber les autres énergies. Et les dieux sont des énergies individuellement très puissantes, mais individualistes, divergentes, donc qui se tiennent chacun bien éloignés les uns des autres.
Et pourquoi il y a la réincarnation? Parce que les dieux un jour ont pris conscience de l'existence des agrégats d'âme. Ils se sont dit, mais si on laisse ces agrégats continuer à grossir, peut-être qu'un jour ils auront assez d'énergie, enfin assez de puissance pour nous absorber nous-mêmes. Ils ont fracassé les agrégats avant qu'il soit trop tard. Ensuite, ils ont cloisonné l'univers en dimensions parallèles pour enfermer dans chaque dimension un nombre d'âmes suffisamment restreint pour qu'il n'y ait plus jamais d'agrégats dangereux. Comme ils avaient vraiment eu très très peur, ils ont créé les corps mortels sur les planètes de type M3, donc les mondes joyaux. Et là, ils ont soumis les âmes au cycle des incarnations. Donc, tant qu'elles sont incarnées, elles peuvent fusionner. Mais elles ont toujours ce besoin de fusion qu'on va retrouver notamment au travers des sentiments amoureux. Voilà. C'est une belle inspiration. Oui. Après, les inspirations littéraires, j'en ai plein. Mais c'est beaucoup les essais en fait, qui me font les petits déclics. Et il y a un auteur qui a beaucoup compté pour moi et qui n'est pas du tout un auteur d'imaginaire, encore que, c'est Pagnol. Enfin, Pagnol, Daudet, tout ça, c'était toute cette tendresse pour les personnages. Effectivement, on est loin de ton univers, mais... Mais il y a ce côté tendresse pour les personnages que j'ai voulu garder. Et puis il y a aussi quelque chose de bucolique, enfin un amour de la nature qu'on retrouve quand même ça, c'est vrai. dans mes livres. Après, en auteur de fantasy qui m'ont vraiment inspiré, ou qui ont compté, il y a Tolkien parce que c'est en le lisant que j'ai découvert l'existence de ce genre auquel j'appartenais sans le savoir. Parce qu'avant, j'essayais de faire du roman historique et je me censurais dès que le merveilleux apparaissait sous ma plume. Et c'était très frustrant. Oui, je peux comprendre. Voilà, il y a eu Marion Timmer Bradley avec La romance de Ténébreuse où il y a eu vraiment certains livres, Reine des orages et La tour interdite, qui sont majeurs pour moi. Et puis, il y a eu Le dit de la terre plate de Tanit Lee. C'est plus des œuvres en fait. Qui m'ont marqué. Et il y a eu Les Lances Dragons de Weiss Eichmann qui en fait ont été un peu un déclic parce que j'avais bien craqué sur Restlyn Magéré. Et la façon dont les auteurs le faisaient évoluer, à un moment donné, ça m'a énervé. Donc j'ai un peu lancé le livre à l'autre bout de l'appartement. Pardon, pauvre livre. D'ailleurs, c'est des livres... je crois que c'est Bruno Lambert qui en a hérité de ma première de l'édition grand format que j'avais. Bruno, si tu nous entends. Voilà, Bruno, si tu me vois, je me rappelle. Et donc, du coup, c'est là que j'ai dit vraiment, je vais prendre la plume et je vais écrire moi-même pour plus être assujettie à la volonté des autres auteurs. C'était une très bonne idée. Merci. Justement, ton écriture, parlons-en. Comment tu travailles? Comment tu écris? Quels sont tes petits rituels? Alors bon, du fait de la maladie, maintenant, j'écris dans mon lit. Parce que rien ne vaut mon matelas ergonomique pour le confort. Donc avec plein d'oreillers et tout. Et puis j'ai donc un ordinateur portable sur une tablette. Et il me faut du silence, mes chats, la nuit en général. Oui, vous êtes beaucoup à écrire de nuit, à être des écrivains nocturnes. Oui. Alors, en plus, je suis allergique à l'ail, donc ça fait un petit côté vampire supplémentaire. En fait, Nathalie est un vampire. Voilà, beaucoup de gens qui me soupçonnent. Et dernière question, du coup, est-ce que récemment tu as eu des coups de cœur? Alors, ça peut en imaginaire, mais ça peut être aussi autre chose. Toi qui dis que tu lis pas mal d'essais, ça peut être aussi des essais. Mes récents coups de cœur, il y a Estelle Faye, bien sûr. Et puis Isabelle Wenta, donc, chez Les Voyelle. Seigneurs de Bohême Je n'ai pas encore lu Les Seigneurs de Bohême, mais un éclat de givre, j'avais vraiment adoré. Chet, c'est un personnage qui m'a bien fait craquer. Et qui me rappelait par certains côtés l'ambiance du jeu Sibéria. Cette quête de la neige, du froid, du retour du froid, la présence des trains aussi. La fille qui est partie, ça me faisait penser au personnage dans Sibéria qui est parti pour rechercher les mammouths en Sibérie justement. Voilà. Bon, après je sentais bien les autres influences avec La Reine des Neiges ou L'Enfer de Dante, mais ça m'a visuellement parlant, quand je l'ai lu, j'avais des images de Sibéria qui venaient. Et puis donc après, l'autre coup de cœur, surtout en ce moment où je les enchaîne, c'est les bouquins d'Isabelle Wenta chez Voyelle. Donc j'aime beaucoup. Petite maison d'édition dont tu fais maintenant partie. Oui, il faut que je donne mon papier. Là. Dans le salon fantastique, je vois Corinne, ça y est. J'en fais partie. Non, j'ai juste investi des sous, j'ai pris des parts. Voilà. Parce que je crois en eux et je vais les défendre et je crois qu'ils en valent la peine. Ok, c'est une bonne raison.
Bah, merci beaucoup Nathalie. Maintenant on va te laisser discuter tranquillement avec tes lecteurs et signer tes livres. Merci beaucoup.